Bienvenue dans la salle Alan Turing pour cette quatrième et dernière conférence inspirationnelle, donc un nouveau format là, dans le cadre de Supply Chain Event, où on va justement essayer d'insuffler de nouvelles idées. Alors pour le coup, là, c'est une nouvelle idée dans les méthodes de planification supply chain, qui ne sont pas du MRP2, qui n'est pas du DDMRP, qui est autre chose en fait, et qui s'appelle No Chain Planning, et qui est présenté, après on va juger sur pièce, mais qui est présenté comme la révolution de la supply chain industrielle. Donc on va voir ça avec les protagonistes qui sont No Chain Planning Technologies et Argon & Co. Donc avec nous, Fabrice Bonneau, qui était là dans la précédente conférence inspirationnelle. Fabrice Bonneau, donc, qui est fondateur et associé d'Argon & Co. Il y a Florence Ossias, qui est directeur général de No Chain Technologies. Oui, parce que No Chain Planning, c'est la solution donc, de No Chain Technologies. Et puis Jonathan Barca, qui est en charge chez Argon & Co. De toute l'offre supply chain industrielle. Voilà, messieurs, je vous laisse à peu près une demi-heure, puis après, je pense qu'il y aura pas mal de questions. Bah, on espère, on espère effectivement. Donc bonjour à tous. Donc ça fait maintenant plusieurs années que Argon a investi sur ce sujet de supply chain industrielle. Et quand on dit supply chain industrielle, pour être tout à fait précis, c'est tout ce qui est la planification des usines, fait de tout l'amont, de ce qu'on appelle l'amont. Donc ça fait longtemps qu'on a investi sur ce sujet parce qu'on était finalement frustrés, non, mais en tout cas le constat que ça ne marche pas dans beaucoup d'endroits, ces sujets de planification industrielle. C'est complexe, c'est plus complexe qu'ailleurs. Voilà, il y a des gammes, des nomenclatures, il y a des délais, il y a des approvisionnements. Enfin voilà, c'est plus complexe que la supply chain aval. Donc on a beaucoup réfléchi depuis des années. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est pas que ça nous a donné raison, mais le contexte sur la supply chain industrielle, il est devenu encore plus difficile qu'avant. Depuis le Covid, on sait bien qu'il y a des ruptures d'approvisionnement, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur cette chaîne amont, que les fournisseurs, ils ont malheureusement, et ce n'est pas toujours de leur faute, pas le même taux de service qu'avant, qu'on a des problèmes sur les ressources humaines aussi, qu'il y a des nouvelles contraintes réglementaires dont on a parlé ce matin, qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à tout ce qui est les niveaux de stock, l'obsolescence, essayer de ne pas trop prendre de transport rapide, etc., des réglementations. Donc en fait, on a encore plus de contraintes sur cette supply chain amont qu'on avait avant, et avec finalement des outils qui n'ont pas beaucoup évolué et des méthodes qui n'ont pas beaucoup évolué. Et vous l'avez tout, enfin, si vous êtes un peu au cœur de ces sujets de planif industriel, vous vous rendez compte que on a des signaux instables, on a merci Jonathan, on a de l'instabilité, on parle de bullwhip effect qui arrive jusqu'en production planning, où effectivement, même si la demande ne change pas, les plans changent, on se demande bien pourquoi. Quand la demande change, ça ne change pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'il y a des silos. On perd souvent la vue de la vraie demande client, donc on est en train de faire des choses, on se rend compte que finalement la demande a bougé, ce n'est pas ce qu'il faut faire, etc. Je pense que tout le monde a vécu ça, parce que c'est des chaînes un peu complexes, la demande est de plus en plus volatile. Et en fait, pour essayer de vous l'expliquer, parce que ça fait, on dit, bon, c'est un discours, mais au fond, pourquoi c'est comme ça ? C'est comme ça parce que déjà, le MRP en tant que tel, le MRP que vous trouvez dans les ERP, tous autant qu'ils sont, le MRP, c'est quelque chose d'indispensable, calculer les calculs des besoins, les nomenclatures, etc. On ne dit pas que ce n'est pas nécessaire. Mais le MRP en tant que tel, si vous le gardez comme ça et que vous le prenez de manière brute, il a plein d'inconvénients, plein de problèmes et qui génère de manière un peu intrinsèque ces problèmes et ces instabilités. Et Jonathan va vous donner quelques exemples un peu didactiques pour vous montrer pourquoi le MRP pose tant de problèmes. Merci. On va prendre effectivement l'exemple d'un MRP un petit peu simplifié. On va partir dans un exemple dans la dermocosmétique pour illustrer ses limites et, comme le disait Fabrice, tout ce qu'on peut voir dans les dernières années, qu'on a beaucoup vu d'ailleurs avec le Covid. Donc on va prendre un exemple un petit peu simplifié. Un MRP, on part de la demande client. Donc typiquement, on a
une quantité de 1000 pots de crème à livrer fin avril. Donc on a besoin de les livrer en Chine. Donc on a un mois de transport. On a dans nos supply chains tous des sécurités. On a besoin de ces sécurités pour assurer le service client, prendre en compte les aléas. Donc on a un mois de sécurité qu'on a positionné en mars. Et donc ça veut dire que derrière, on doit avoir notre conditionnement et le produit fini qu'on va fabriquer en février. Et puis pour fabriquer et pour avoir ce produit fini, on a besoin d'un pot, enfin de 1000 pots, de 1000 étuis et surtout de la fabrication de la crème. Donc là, on est vraiment sur un schéma MRP complètement classique, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. On part de la demande client et puis on descend, on calcule les gammes, les nomenclatures et le jalonnement, les délais qui vont avec. On va prendre quelques exemples, on va en prendre 4 pour illustrer les limites qu'on peut avoir aujourd'hui et je pense que vous avez tous rencontré dans vos sociétés. On a un retard sur la commande d'étui. Un fournisseur qui a 2 semaines de retard et donc il passe l'information aux approvisionnements. Les approvisionneurs décalent la demande et puis on se retrouve avec un étui qui est en retard par rapport aux besoins. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Typiquement dans SAP, on va avoir un message d'exception, on va avoir besoin d'un décalage. Mais est-ce que ce décalage, il est si important que ça? On a en fait en gros 2 semaines de retard. 2 semaines de retard, ça veut juste dire qu'on va pouvoir fabriquer la crème un petit peu plus tard. On va entamer la sécurité, le mois de délai de sécurité qu'on s'était prévu. Et au final, il n'y a pas vraiment d'impact pour le client. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que le MRP aujourd'hui, il est on-off. Un retard de 1 jour, un retard de 30 jours, ce sera le même message. Le même message d'exception. Et les approvisionneurs ou un planificateur sur ces ordres de fabrication, il va avoir une centaine d'ordres. On se rend compte avec nos clients qu'on a entre 20, selon les clients, 40%, en gros 30% des ordres qui ont un message d'exception. Donc si vous avez 30% des ordres avec un message d'exception, vous êtes incapable de trouver la bonne priorité. Donc avec ce côté on-off du MRP, on perd le sens des priorités. Si on prend un deuxième exemple, avec le même fournisseur, mais qui cette fois décale de plus d'1 mois. Là, on se rend bien compte qu'on est en train d'entamer les sécurités. On a un plan qui n'est pas réaliste. Et donc, ce qu'on va demander, et ce qu'on va faire en règle générale, c'est de recaler c'est de se dire, on a un plan qui est pas faisable, le client n'est pas au courant. Et donc, derrière, on n'est pas capable de lui dire qu'on ne va pas pouvoir faire le produit. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va recaler la production. On va à ce moment-là être capable de dire au client, je ne vais pas pouvoir vous livrer cette crème. Mais là, on se retrouve avec un effet de l'autre côté, c'est-à-dire que l'approvisionneur d'étui, d'un seul coup, il se retrouve à l'heure dans son système, il n'a plus de message d'exception. Et les autres approvisionneurs, ils se retrouvent largement en avance, alors qu'au final, la demande client, elle n'a pas bougé. Donc, on a un changement des priorités et on ne sait pas en fait ce qu'on doit faire et on hésite tous, vous avez tous hésité à mettre dans le système ce signal de ce que je sais faire par rapport à mes contraintes, mais qui en même temps ne dit plus les priorités clients et ce que je dois faire pour être capable de les livrer. Et donc concrètement, la personne qui fabrique l'étui, maintenant il est à l'heure, donc il ne va plus rien faire pour essayer d'être à sa vraie heure. Donc on n'a aucune chance d'y arriver, parce que lui il s'est calé, il dit c'est bon, il s'est décalé devant, bon. Et au fond on ne va pas livrer le client et on n'a aucune chance de rappeler le fournisseur d'étui pour essayer de gagner quelques semaines et être de nouveau à l'heure. Et donc on se retrouve avec cette limite du MRP où on a un seul signal, soit on met ce qu'on sait faire, soit on met ce qu'on doit faire dans le MRP. Je prends un troisième cas, une demande qui bouge. Ça arrive malheureusement. Là, il y a un ramp-up qui est beaucoup plus important, la demande qui explose. En fait, on a besoin d'avancer la demande. La demande va bouger. Le temps que l'usine fasse son PDP, fasse sa planification, on va perdre quelques semaines avant que l'ordre de fabrication en usine soit déplacé et donne l'information aux approvisionnements qu'il va falloir approvisionner le pot, l'étui et même les étapes de fabrication en amont, les faire beaucoup plus tôt. Et en fait, avec tout ça, on a perdu au mieux quelques semaines, au pire quelques mois, parce que la demande a bougé, mais à cause de toutes ces étapes de planification intermédiaires, on perd, on a ce côté séquentiel du MRP qui fait qu'on ne voit pas le signal tout de suite.
Et on se retrouve, on l'a vu d'ailleurs beaucoup après le Covid, quand on a eu des redémarrages assez rapides avec des fournisseurs de rang 2 ou même directement dans les entreprises des usines de rang 2 ou 3 qui n'ont été au courant de la reprise de l'activité que, encore une fois, quelques mois plus tard. Et à ce moment-là, collectivement, on a tous perdu du temps alors qu'on aurait pu mettre en place les capacités pour servir le client. Donc ce côté séquentiel du MRP fait qu'on perd tous du temps parce qu'on ne voit pas la demande client quand on est en bout de chaîne. Et donc on est un petit peu perdu sur quelles sont les priorités et qu'est-ce que je dois faire, encore une fois, pour sauver le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a une dernière limite importante dans le MRP, c'est son historique. Le MRP, il s'adresse en fait aux fonctions régaliennes de la supply chain, la charge CAPA, la planification et les approvisionneurs. On a un certain nombre de fonctions connexes qui participent directement à la valeur ajoutée et à la tenue des délais et donc au service client, qui sont en fait pas inclus dans le processus MRP. Et on pense forcément aux achats. Est-ce que je vais avoir des contrats qui arrivent à expiration que je dois renouveler pour être capable d'approvisionner? À la qualité dans l'aéronautique, on peut se retrouver avec un nombre important d'avis qualité à traiter sans forcément de billes pour identifier le plus urgent. Et c'est en général celui de l'atelier d'à côté, du copain qui est en train de crier un petit peu plus fort. Et c'est celui-là qui passe avant les autres, alors que ce n'est pas forcément celui qui impacte le plus le client. Et donc ça, c'est la quatrième limite du MRP, c'est qu'au-delà des fonctions historiques de la supply chain, ça ne se décline pas très très bien et ça n'implique pas toutes les fonctions de l'entreprise vers le même objectif et la même étoile polaire. Donc effectivement, ça fait de nombreuses années, comme on fait beaucoup de projets en planif Indus, qu'on s'est rendu compte de ça. Donc effectivement, on a réfléchi et créé une méthode, et vous allez voir un outil, parce qu'une méthode sans les outils en supply chain, ça ne fait pas grand-chose. Cette méthode, on l'a appelée de manière un peu provocatrice Node Chain Planning, pour dire simplement, vous allez le voir, qu'il faut un peu plus connecter directement les clients à la vraie demande et éviter cet effet de chaîne que vous connaissez tous. Donc c'est vraiment une nouvelle approche et c'est vraiment un nouveau concept et une nouvelle façon de faire qui ne remplace pas le MRP. C'est important d'avoir ça en tête, qu'il le complète, qui s'appuie sur les informations que vous voulez voir, mais qui a la couche supplémentaire pour éviter tous les sujets qu'on vient de voir maintenant. Donc le concept Node Chain Planning, il repose sur deux principes fondamentaux qui sont en fait deux signaux qu'on va calculer et qu'on va venir, comme l'a dit Fabrice, ajouter, apporter en plus des informations MRP. Le premier principe, le premier signal, c'est le signal du doit faire. Le doit faire, c'est quoi? C'est très simple. C'est à quelle date, en tant qu'approvisionneur, en tant que planificateur, je dois livrer, approvisionner mon produit pour respecter la demande client. Et ça, peu importe en fait les étapes intermédiaires, on prend en compte les jalons, évidemment, on prend en compte les délais des étapes de fabrication, mais c'est si je veux tenir la demande idéale, la demande de mon client, voilà à quelle date je dois mettre à disposition le produit. Et ça permet beaucoup de choses. Déjà, ça permet de donner la même date et les mêmes priorités à toutes les fonctions de l'entreprise. Les planificateurs, les approvisionneurs. Donc les approvisionneurs sont connectés à la demande client, ne sont plus connectés à la première étape de fabrication. Et puis, ça permet de donner du sens justement à des fonctions qui étaient un peu en perte de sens, typiquement les approvisionnements. Je travaille dans l'aéronautique, il y a une quinzaine de niveaux de nomenclature. L'approvisionneur qui est en bout de chaîne, son impact sur le client, pour lui, c'est difficile à percevoir. Là, en connectant directement les approvisionneurs sur la demande client, en fait, on leur redonne les priorités et le sens de ce qu'ils font et à quel point ils ont de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Et quand on dit ça, on voit bien qu'on est capable de calculer immédiatement, entre guillemets, l'impact d'un changement de demande sur le signal, sur les approvisionnements. On ne règle pas complètement le côté on-off du MRP. En fait, le signal doit faire, il est un tout petit peu plus complexe qu'une date, c'est deux dates. On a d'un côté le doit faire idéal, et le doit faire idéal, c'est la date à laquelle je dois approvisionner pour servir mon client et reconstituer toutes mes sécurités. On l'a dit, les sécurités, ça reste important dans une supply chain. On a besoin d'avoir ces buffers pour absorber les aléas. Et donc, le doit faire idéal, c'est la date à laquelle j'ai besoin de répondre à la demande client en ayant de la marge pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et de l'autre côté, on a le doit faire rupture. Le doit faire rupture, c'est encore une fois la date à laquelle je dois livrer le client,
je dois livrer mon produit pour servir le client, mais cette fois en ayant consommé toutes mes sécurités. Ça veut dire que si je livre à la date de doit faire rupture, je mets à risque ma supply chain, puisque toutes les étapes après moi n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et ça veut surtout dire que si je livre après la date de doit faire rupture, à ce moment-là, j'ai un impact direct sur le chiffre d'affaires de mon entreprise, puisque je mets à mal une demande client. Et on est capable de calculer à ce moment-là quel va être l'impact en chiffre d'affaires, en marge, peu importe votre indicateur, et quelle va être la profondeur de retard. On ne va pas forcément avoir le même niveau de priorité sur un retard de 3 jours ou sur un retard de 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment le premier signal. C'est le signal de doit faire qui permet, encore une fois, de synchroniser toutes les fonctions de l'entreprise sur la même étoile polaire, sur le même objectif. Et donc, on a tous les mêmes priorités qui sont les commandes qui ne seront pas servies et qui ont le plus d'impact sur le chiffre d'affaires. Après, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tout ne se passe pas forcément comme le plan. Et donc, on va calculer un deuxième signal qui, lui, va partir de l'autre côté et va partir de ce qu'on a en stock et de nos composants. On va calculer un CFR. Le CFR, c'est quoi? Le CFR, c'est à quelle date je vais être capable de fabriquer mon produit compte tenu de mes stocks. Alors ça, souvent, on sait déjà le faire dans les ERP, ou en tout cas, on sait le faire sur un niveau de nomenclature, mais en prenant aussi en compte les délais les livraisons à venir et les programmes de livraison, les délais, et donc d'être capable de projeter qu'est-ce que je vais être capable de fabriquer en fonction de mon plan d'approvisionnement, et ça en remontant tous les niveaux de nomenclature et typiquement toutes les divisions SAP. Et donc là, on se retrouve avec cette crème. Compte tenu de mon décalage d'étui, je vais être capable de fabriquer cette crème en mars pour la sortir fin mars. D'un autre point, on a aussi des contraintes internes, de la maintenance, des congés, des arrêts de fabrication. Donc, on va pouvoir se dire, si ma chaîne est fermée en mars, en fait, je vais être capable de dire que mon produit, au maximum, je vais être capable de le fabriquer en avril. Et à ce moment-là, on va calculer un CFR total qui prend en compte à la fois mes contraintes externes et mes contraintes internes. L'objectif avec tous ces concepts no chain planning, c'est bien d'être capable de compléter le résultat du MRP en affichant en même temps le doit faire et le sait faire, et en travaillant sur ces deux signaux et ces différentes dates, de donner les billes aux différentes équipes pour qu'ils puissent prendre les décisions et les mêmes décisions à tous les niveaux de la chaîne. Alors, juste si on reprend les quelques éléments de limite du MRP. On a parlé en introduction d'un MRP on-off, c'est-à-dire où on a une difficulté à avoir des priorités. Quand on prend ces informations de doit faire idéal et doit faire de rupture, on est en capacité en fait, d'avoir un signal priorisé. Le sujet fondamental de tout ce concept-là, c'est comment j'ai la vision sur l'impact client. Et c'est un deuxième phénomène, c'est celui d'être en capacité de stabiliser le signal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis connecté directement à la demande client, j'évite toutes les vibrations des niveaux intermédiaires, ça c'est un premier point. Et à partir du moment où j'ai la vision des buffers multiniveaux, c'est-à-dire des sécurités qu'il peut y avoir en aval de mon maillon, je sais réagir au juste niveau, c'est-à-dire à partir du moment où je sais que j'ai consommé un tout petit peu de sécurité, mais que de toute façon je n'impacte pas le client final, je n'ai pas de surréaction de la supply chain. Donc c'est un double objectif, c'est celui de donner les priorités, mais aussi de stabiliser. Le deuxième point, c'est sur le MRP n'a qu'un seul signal. Je pense que c'est important de revenir là-dessus, c'est-à-dire que ce qui a été dit tout à l'heure par Jonathan, c'est de dire qu'en fait, dans le MRP, on est toujours face à un dilemme terrible qui est est-ce que je garde les priorités ? Et ce faisant, je ne sais pas donner de vision à ma supply chain aval à mes clients, ou est-ce que je fais un plan réaliste et je fais perdre toutes les priorités en amont de ça? Là, on dit juste qu'en permanence, traverse à chaque maillon de la chaîne ces deux signaux, et l'un ne remplace jamais l'autre, et on n'est pas obligé, à un moment donné, quand on vient fixer un ordre dans un ERP, de venir perdre le signal. Le troisième point, c'est sur la question du MRP séquentiel. On parle en permanence d'agilité, flexibilité, agilité, flexibilité. Le vrai sujet du côté peu agile du mécanisme MRP, c'est vraiment toutes ces étapes de planification avant que le signal soit vraiment transmis. Avec cette connexion directe à la demande client, quelque part, instantanément, chaque maillon, dès le lendemain d'un mouvement de demande client, sait exactement ce qu'il doit faire pour que toute la chaîne puisse livrer le client. Et on n'est pas dans une étape où on se passe le ballon,
où on fait un peu un téléphone qui finit par perdre un peu le sens de qu'est-ce qu'est le demande client. Et le dernier point sur la logique KMRP qui finalement finit de manière un peu imparfaite. Quand on prend les problèmes de livraison, par exemple dans l'aéronautique, honnêtement, on parle toujours de planification, charge capa, etc. Mais le problème, il est multifactoriel. Il vient des appros, il vient de la qualité, il vient du BE, de l'Indus, etc. Et à un moment donné, toutes ces fonctions-là sont souvent complètement out. Quand on prend un qualiticien qui a des centaines d'avis qualité dans l'aéro, honnêtement, il est complètement out de toute cette logique de flux et de toute cette logique de connexion à la demande client. Et le quatrième point, il est fondamental, il est de dire ces informations-là, il faut qu'elles existent aussi sur les avis qualité, il faut qu'elles existent aussi sur les contrats achats, il faut qu'elles existent aussi sur l'industrialisation des gammes. Parce qu'à un moment donné, quand à la fin on a des ruptures, ce n'est pas uniquement parce que j'avais un problème de charge capa. Alors, nous, ce qu'on trouve aussi ça, c'est, Jonathan l'a dit tout à l'heure, c'est que ça amène du sens à toutes les équipes. Le fait d'avoir la vision du client, en disant si je ne fais pas ça, je vais perdre ce chiffre d'affaires-là, ça fait enfin rentrer le client au cœur de l'usine. On dit on veut faire rentrer le client au cœur de l'usine. Bon, d'accord, mais comment? Ça, c'est une façon de le faire de manière extrêmement concrète et que tout le monde soit orienté là-dessus. Alors, on va vous illustrer, on va prendre 5-10 minutes pour vous illustrer ce que ça donne, ces concepts. Ce qu'on va vous dire, c'est des concepts, c'est magnifique, mais ça marche comment? Pour faire ça, évidemment, il faut des systèmes d'information. C'est très clair, des systèmes d'information assez complexes quand même, parce que quand on parle du calcul, du doit faire ou du sait faire, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de codes à écrire pour faire tous ces calculs au-dessus de l'ERP. Et donc effectivement, pour supporter ces concepts, on a développé une solution qui s'appelle Node-Chain Technology et qui supporte ces concepts. Et c'est à travers cette solution-là que vous allez voir les illustrations de ce que ça fait concrètement pour les gens. Donc d'abord pour les managers, ensuite pour les approvisionneurs, ensuite pour les planeurs. Vous allez voir 3 écrans. Bon, il y a une centaine d'écrans en tout. Et on n'est pas du tout là pour faire une démo. On est là pour vous illustrer ces concepts concrètement dans le métier des gens. Alors, on va prendre un premier exemple qui est une vision générale de la santé de la supply chain. On en prendra un deuxième côté appro. C'est important pour nous de prendre quelque chose côté appro parce que on parle toujours de planification, et quand on parle de planification, on oublie les appros, et la plupart des entreprises, elles doivent avoir presque 60% de leur valeur ajoutée qui est côté appro. Donc on va parler de charge capa, de capacité finie, de end-to-end dashboarding, mais jamais des appros, et pour autant c'est 60% de la valeur des achetés, et donc ça mérite de s'y appesantir un tout petit peu. Et on fera un troisième cas d'usage qui est autour des capacités pour se dire comment dans cette méthode, d'un point de vue charge capa, on essaie de réfléchir différemment à la charge capa telle qu'elle est regardée habituellement. Sur le premier exemple, c'est la vision ici projetée d'un chiffre d'affaires d'une entreprise et pour lequel on va essayer de confronter le doit faire et le sait faire pour avoir une vision des risques et être capable, là par exemple sur le deuxième mois de l'année, de se dire qu'on va avoir un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros et de se dire mais finalement quelle part de ce chiffre d'affaires est à risque, quelle part est tendue. Alors là on voit une toute petite, alors ce qui est à risque est rouge, dit autrement on va livrer en retard, et quand on dit on va livrer en retard, on va livrer avec presque 58 jours de retard, et quelle part de ce chiffre d'affaires est très tendue, livré en jaune, dit autrement en juste à temps, et quelle part de ce chiffre d'affaires en vert on va livrer parfaitement à l'heure, voire carrément en stock, pour avoir une vision de santé de cette supply chain. Et être en capacité, alors tout à l'heure on a parlé de CFR total, CFR externe, le sujet aussi c'est d'être en capacité rapidement de pouvoir se dire mais au fait d'où viennent mes contraintes? Est-ce qu'elles viennent de ma planif interne ou est-ce qu'elles viennent de mes contraintes à pro-fournisseurs? Avec ces deux signaux, on sait séparer de manière simple. Là, dans cet exemple-là, planif et appro contribuent quasiment tout autant, 8 millions chacun, 8 millions d'euros sur les 19 millions d'euros en rupture, contribuent tous les deux à ce retard de captation de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un premier cas. Et on va essayer d'illustrer le deuxième cas sur la partie appro. Un approvisionneur, encore une fois, si on se place dans son monde, et comme le disait Jonathan, honnêtement,
Chez la plupart de tous nos clients, on doit trouver à peu près 30 ou 40% de messages d'exception dans un système d'information quelconque, M3, SAP, Oracle, peu importe. Et la vraie question, c'est comment on lui donne le sens, ce que disait Fabrice, et comment en fait on attache un certain nombre d'indicateurs complémentaires pour qu'ils puissent prioriser le travail. Et donc, sur toutes les commandes d'achat, sur toutes les demandes d'achat, on va avoir en permanence évidemment la date de livraison, ce que tout le monde a, par exemple ici le 14 février, mais en permanence une quadruplette d'indicateurs, c'est-à-dire le fameux doit faire idéal et le fameux doit faire rupture. Le doit faire rupture qui dit bah, c'est le 28 novembre que je devais livrer, c'est-à-dire il y a plus de 3 mois. Et encore une fois, ça signifie une date limite où on a consommé en multiniveau toutes les sécurités sur le stock central, les délais de sécurité qu'on a pu mettre sur les composants, voire même les sécurités qu'il y a dans le réseau. Et donc ça veut dire qu'on est en train d'impacter en Chine directement le client. Et le doit faire idéal en vert, qui est le 24 octobre, un mois plus tôt, et qui matérialise finalement toute la sécurité multiniveau qui a été positionnée en aval de cet approvisionneur. Et comme il est plus de 3 mois en retard après cette date de rupture, et ben à elle toute seule, cette commande, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 2 mois de profondeur de retard. Ça change tout parce qu'à un moment donné, on a un approvisionneur qui connaît son impact direct sur la performance vis-à-vis de l'entreprise et le chiffre d'affaires non servi. Et ça, c'est fondamental. Et surtout, il n'a pas besoin d'attendre que la planification se fasse pour savoir qu'il doit travailler sur cette commande, il doit la recaler, parce que de toute façon, un planificateur va en avoir besoin et N planificateurs sur les différents niveaux de nomenclature vont en avoir besoin. Le troisième cas d'usage, c'est sur les capacités. Alors avant d'expliquer le graphe complexe, on a l'habitude de faire beaucoup de projets de planif, de PDP, de PIC, etc. Et où patiemment, on essaie de monter des process, on essaie d'avoir la bonne qualité de données, et puis on essaye de faire de la charge CAPA. Et dans une réunion, on va arriver avec des graphes de charge CAPA, on va dire qu'on est à 105% de saturation, 110%, et on s'aperçoit que généralement, on ne prend pas de décision. Et on ne prend pas de décision pas parce que les gens ont peur ou ne sont pas pragmatiques, mais ils ne prennent pas de décision parce qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est que est-ce que ça a un impact sur le client final? On n'en sait que quick. Est-ce que de toute façon, la demande ne va pas bouger dans 3 semaines et puis de toute façon, le maillon d'à côté ne sait pas faire, c'est peut-être pas la peine de se battre. Et à la fin, on ne prend pas de décision. Là, on va illustrer une nouvelle fois les concepts de chain planning en se disant mais comment finalement on arrive à retranscrire l'impact client sur un exercice de charge CAPA. La courbe gris pointillé qu'on peut voir, c'est basiquement la capacité cumulée que peut avoir un poste de travail. Donc là, on est sur 6 mois, à peu près 1600 heures, on va dire un peu plus d'un 2,8 pour une machine d'usinage, par exemple. Et on va venir découper les aires, donc c'est de la capacité cumulée évidemment, et on va venir découper des aires qui permettent de donner les impacts et les infaisabilités. Si on commence par l'aire tout en haut, au-dessus, grise assurée, ça dit oui, vous pouvez mettre vos capacités, vous pouvez monter ces capacités jusqu'à ce niveau-là, ça sera très bien, mais vous n'aurez pas les composants pour l'alimenter. Dit autrement, ça va vous faire une belle jambe, vous aurez mis des gens devant le poste de travail, devant le centre d'usinage, mais de toute façon, il n'y aura pas de quoi l'alimenter. De l'autre côté, et on voit que la courbe passe un petit peu dans cette partie-là, la zone rouge, qui a à peu près la même signification que ce qui a été expliqué par Jonathan dans les concepts, c'est moi, en positionnant la capacité à ce niveau-là, je sais qu'en tant que planificateur, j'ai un impact direct sur la demande client et j'ai un impact direct sur la perte de chiffre d'affaires et l'augmentation du retard. Et encore une fois, là, juste pour rappeler la différence qui peut exister avec un MRP, ceci n'est pas la vision du niveau, encore une fois, supérieur de nomenclature, mais c'est bien la connexion directe à la demande client de ce poste de travail qui permet de le dire. Et on va retrouver une zone jaune qui est assez faible ici, qui est le tunnel, et la zone verte qui est, là ici, c'est un exemple où on a mis assez peu de sécurité en amont de ce poste de travail, mais ce tunnel jaune avec, on va dire, le surplomb en vert, le surplomb en vert étant la capacité telle que je dois la mettre, et ce tunnel correspondant finalement, encore une fois, aux sécurités, aux multiniveaux qui existent en aval de ce poste de travail. Et ça permet instantanément de se dire,
est-ce que je suis en train d'assécher mes sécurités ou est-ce que je suis en train de passer dans une zone vraiment grise qui est celle d'impacter mon client? Et ça change tout dans le mindset de prise de décision parce qu'on n'est pas en train de se dire que j'ai un poste de travail saturé à 105% et de se dire, bon, est-ce que je prends une décision? Est-ce que c'est grave? Pas grave. Et enfin, la dernière ère qui est grise, sur lequel je peux mettre mes capacités. J'ai les composants pour le faire, mais je sais que je vais générer de l'anticipation et du surstock, et où, de ce fait, je pilote là-dedans, dans mes capacités, non plus une saturation qui est finalement assez éthérée comme information, mais bien des risques clients et des risques de surstock. Alors effectivement, on a mis en place ces process depuis longtemps. Certains clients ont fait des développements eux-mêmes. D'autres, nous avons installé des solutions et on a pu constater effectivement qu'il y avait un certain nombre de résultats. Alors, l'impact majeur en termes de résultats, je reprends le carré dont j'ai parlé ce matin, mais l'impact majeur, il est évidemment sur le service. C'est l'objectif numéro 1, c'est que chacun travaille pour concourir au service. Mais vous venez de le voir à l'instant, ça évite aussi les surstocks, puisque ça permet à un moment de se dire de manière très concrète, si je fais ça là maintenant, je suis en train de faire des surstocks, et c'est sûr que ça ne va pas partir tout de suite, tout ça, évidemment. Et sur les coûts, alors on a évidemment le coût d'obsolescence qui va avec les stocks. On essaye aussi de faire les choses en temps et en heure, et donc d'éviter les transports urgents. Et ça amène une vraie sérénité aux équipes. Alors le but n'est pas nécessairement de faire de la productivité à tout crin sur les équipes, mais c'est au moins de supporter une croissance forte. On l'a vu chez nos clients, il y a des clients qui ont fait des x2 avec les mêmes équipes. Et parce qu'effectivement, ils se focalisent sur les bons sujets et ils n'ont pas à courir après les données, à essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et effectivement, la durabilité, ça va avec les autres indicateurs de manière assez évidente. Voilà, on l'a mis dans plusieurs secteurs. Alors, on se dit à quoi est éligible notre chain planning. C'est sûr que pas au retail. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'usine. Donc, notre chain planning pour le retail, ça n'a pas grand intérêt. Et effectivement, plus la planification de production pose problème, multiniveau, nomenclature, des problématiques d'approvisionnement, plus on va tirer profit de ces concepts. Mais j'aurais tendance à dire, dès qu'il y a de la planification industrielle avec quelques niveaux de nomenclature et qu'on a quelques problèmes sur les fournisseurs et que les délais ne sont pas d'une journée ou deux, le concept s'applique et dans ces exemples-là, c'est le cas évidemment. Voilà, alors après, il y a la transformation qui va avec, parce que ces concepts-là, vous comprenez bien que ce n'est pas simplement des outils, on va en parler juste après très vite, mais c'est aussi une transformation métier qui est quand même un peu significative. Parce que là où vous avez des approvisionneurs qui appuyaient sur les boutons dans le RP en disant « je valide », là, ils doivent brutalement, ils sont confrontés à autre chose, qui est de prendre des décisions de nature un peu plus impactante. C'est bien plus intéressant, ça a bien plus de valeur, mais ça demande quand même de la formation, du changement, etc. Et pareil sur les sujets de planification, charge, capacité, c'est une autre façon de penser la supply chain, donc forcément, c'est impactant en termes métiers. Ceci dit, l'avantage, c'est qu'on peut mettre ces outils-là de manière assez rapide pour déjà avoir le premier niveau que vous a montré Florian, la santé de la supply chain, et après déployer population par population, les approvisionneurs étant une bonne cible d'ailleurs dans un deuxième temps. Et on peut effectivement faire des démarches. Ce n'est pas une démarche complète qu'on va faire en 3 mois, on vous raconterait des idioties. Ça va prendre un peu de temps, mais on peut assez vite avoir de la valeur. Et peut-être un peu de technologie pour finir, Florian. Oui, peut-être le dernier point, c'est-à-dire la jeunesse de la solution, elle est plus parce qu'on voulait absolument pouvoir avoir des concepts opérables. Non pas faire une énième solution d'IA, de je ne sais pas quoi, mais avoir des concepts opérables qui, à un moment donné, peuvent concrètement se mettre en œuvre. Donc on a, depuis plus d'une dizaine d'années pour le fond, développé une solution qui est maintenant intégralement sous SAP, sous HANA et avec un front Fiori pour pouvoir s'intégrer aux ERP SAP de nos clients et du coup pouvoir offrir une possibilité et que les concepts qu'on a écrits là ne soient pas juste des belles idées de consultants, mais bien quelque chose de parfaitement opérable et qui plus est parfaitement opérable au sens n'avoir qu'un seul outil qui reste SAP. Voilà, en conclusion,
On est ouvert aux questions. Il nous reste 10 minutes. Donc, Je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent déjà pour les questions. Moi, j'ai quand même une question sur... parce que c'est vrai que finalement, à vous écouter, et c'est parce que c'est aussi assez bien expliqué, mais on se dit c'est assez simple, avoir le doigt faire, la limite, etc. Mais j'imagine qu'à travers l'outil, quand même, là, vous dites que ça a demandé quand même 10 ans de réflexion, développement, etc. C'est beaucoup plus complexe de mettre en musique le calcul de tout ce qui est doit faire, théorique, etc. Enfin, comment je mesure pas bien la complexité là par rapport à ça. Alors, c'est sûr que, comme le disait Fabrice, pour le coup, il y a un vrai changement d'état d'esprit parce que, encore une fois, quand on est dans une logique MRP, son client, c'est le niveau N+1 de nomenclature, ou le maillon aval de réseau de distribution. Et là, on change complètement de logique, où de toute façon, tout le monde est connecté directement à cette demande client. Et ça demande évidemment un certain nombre de calculs et de réflexions. Mais c'est surtout, là, on le voyait sur les exemples sur la partie charge-capacité. C'est pas la même manière de faire la charge-capacité que le graphe qu'on a tous l'habitude de voir. C'est pas la même réflexion. Et donc, ça demande un certain nombre de calculs, mais à la rigueur, ça demande plus un changement d'état d'esprit. C'est plus ça qui est fondamental. C'est j'ai voilà, une autre vision de la supply chain, une autre vision que celle du MRP. On a une vision des priorités. Oui, peut-être pour préciser, quand on dit ça demande des calculs, c'est bien entendu pas aux utilisateurs de faire les calculs. Donc les calculs, ils sont embarqués dans la solution. Et pour le coup, les calculs, ils sont pas simples. Parce que quand vous avez plusieurs niveaux de nomenclature, être capable de calculer un CFR externe, un CFR total, en prenant en compte tous les niveaux, toutes les sécurités, etc., et même calculer le doit faire, c'est beaucoup de calculs. Mais ça, d'une certaine manière, l'utilisateur ne le voit pas. Et ça a demandé beaucoup de R&D chez nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 300 000 lignes de code dont on parle, donc ce n'est pas juste un petit Power BI. Donc, effectivement, il y a beaucoup de calculs autour de tous ces signaux-là. L'utilisateur, lui, sa complexité, mais je ne sais pas si on peut appeler ça complexité, c'est ce que dit Florian, c'est de changer son mindset. Lui, il ne va pas se poser la question comment il calculer le doit faire, hein. C'est fait par la machine quand même. Et après, on parlait de 10 ans, c'est parce que c'est des problématiques qu'on rencontre depuis une dizaine d'années. Et puis petit à petit, on a apporté des solutions à nos clients, on a travaillé ensemble et on est arrivé au bout de plusieurs années à formaliser, synthétiser ces concepts et à se dire en fait c'est ça les éléments importants et qui sont le changement de philosophie dont vient de parler Florian. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Sinon, je ferai les questions-réponses en même temps. Parce que... Alors, c'était ce qui est expliqué sur le CFR. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de ces 4 signaux. Il y a 2 signaux de doit faire idéal, doit faire rupture. Et en même temps, il y a 2 signaux de CFR externe, qui est là pour se dire, mais si j'avais mes capacités internes parfaites, voilà ce que mes fournisseurs externes projettent sur la demande client. Et dans certains cas, on est en rupture de manière très profonde, alors que sans y avoir amené à une quelconque contrainte capacitaire. Et on a une deuxième projection avec le CFR total qui inclut les contraintes capacitaires, forcément plus tardif, et qui permet surtout de manière générale de facilement ségréguer qu'est-ce qui vient de nos fournisseurs, de qu'est-ce qui vient de nos capacités internes. Encore une fois, avec cette vision-là qui est de dire, honnêtement, dans nos supply chains d'aujourd'hui, une grande majorité des contraintes proviennent de nos fournisseurs et on doit pouvoir facilement les appréhender. Mais si je comprends aussi la question, c'est que c'est une information qu'on peut pousser naturellement au client. En tout cas, qu'on pousse à la supply chain aval, qui est en charge de discuter avec les clients, de gérer les commandes, etc. Et qui a l'info de dire, cette quantité-là, cette commande-là, on va la livrer avec 3 semaines de retard et on le sait de manière très précise parce qu'on n'a pas les appros, etc. Donc cette information du CFR, elle existe à charge
à ceux qui sont à l'interface client de la dire ou pas au client. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'information existe et est juste. Pourquoi pas? Oui, et puis ça dépend des secteurs. Si on prend le secteur aéro, c'est pas forcé qu'on va aller voir Boeing pour lui dire on va arrêter les FAL. Donc, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Et si on prend le secteur plus retail, au sens de la dermo face à des Sephora Marionneau, de toute façon, c'est pas ça qui se passe. Les commandes sont régénérées chaque semaine. Chaque secteur a sa particularité dans, on va dire, la transparence vis-à-vis du client. Une autre question de la salle? Ah, il y a une question? Non. Moi, j'avais... Oui. Ouais, sinon, je peux poser une question et je vais faire la réponse comme ça aussi. Ah oui, C'est nouveau. Normalement, il y a toujours une question qui se pose et je pense qu'elle doit brûler les lèvres, mais c'est plus par... Voilà. Une question qui doit brûler les lèvres en disant, mais honnêtement, votre truc, ça fait augmenter les stocks, c'est sûr. Parce qu'il y a quelqu'un qui va forcément dire, bah, OK, tout le monde est connecté à la demande client, et il y a malheureusement Jean-Claude qui va être en retard, ou Marie-Renée, etc. Et à un moment donné, l'étui dont on parlait tout à l'heure qui finit par être en retard, on va dire mais vous êtes un peu nul avec votre méthode parce qu'à un moment donné, les stocks de sécurité. Tous les autres vont continuer à courir sur la demande client, vont livrer à l'heure. Alors, on est bête, on savait que on n'allait pas y arriver parce qu'il y avait quelqu'un qui manquait. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Il y en a une simple qui est si déjà tout le monde s'attend, on finit jamais par rien livrer. Et on a souvent ça dans les supply chains en disant de toute façon, je ne mets pas les capacités parce que les appros ne sont pas là. Et les appros, je ne m'excite pas parce que de toute façon, les capacités ne sont pas là. Ça, c'est une réponse simpliste, mais qui a quand même du vrai et du bon sens. Et il y a un deuxième niveau de réponse à ça, c'est, on n'en a pas parlé là, mais on essaye dans le process SNOP, on parle en fait, tout le jeu de ce qu'on est en train de raconter, c'est le signal. C'est fondamental parce qu'on parle d'IA, de plein de choses, etc. Mais la base de la supply, c'est le signal. Mais qu'est-ce qu'on suit pour le fond ? Et ce qu'on essaye de faire dans la méthode de chain planning, c'est pas de dire courez éperdument derrière la demande client et ne vous posez aucune question, c'est on est capable de confronter le doigt faire et le sait faire. Donc on est capable de voir par exemple sur certains articles, on va être des mois et des mois en retard. Et on est capable en même temps de projeter les surstocks. Alors nous, ce qu'on appelle l'attente du dernier manquant, c'est-à-dire on a plein de stocks qui sont arrivés eux à l'heure et on attend le dernier manquant pour libérer la production. Et là, on change le paradigme parce qu'on dit, vous avez une vision d'un chiffre d'affaires que vous voudriez faire, vous avez une vision des surstocks que vous avez, et à vous, opérationnel, de choisir entre je baisse ma demande parce que je ne veux pas de surstock, au risque de ne plus jamais obtenir ce chiffre d'affaires-là parce qu'on sait tous que dès qu'on baisse un signal, on l'obtient toujours moins, ou est-ce que je maintiens ma demande et j'assume les surstocks en tant que tel. Donc la méthode n'est pas aveugle en se disant je suis la demande client quoi qu'il en coûte. Elle cherche plus à avoir une vision omnisciente et se dire le signal que j'injecte, je le fais en toute connaissance de cause et par contre, maintenant tout le monde le suit parce que c'est celui que j'ai décidé. Et ce n'est pas des optimums locaux parce que, pareil, pour aller illustrer des grandes supplies comme dans des grands fabricants aéronautiques, si on regarde bien comment les supplies se comportent dans des schémas complexes, on va avoir trouvé des usines qui continuent à suivre la demande client et d'autres usines qui, elles, sont en train d'être se dire bah, moi, je mets un plan qui est ce que je sais faire. Et quand on fait ça, bah, en fait, on a des choix différents dans différents maillons de la chaîne et on obtient le pire des deux mondes, c'est-à-dire comme il y en a une qui a décidé de ne pas faire, l'autre qui a décidé de faire, elle n'obtient rien. Voilà. Exactement, et on finit avec du stock et un mauvais taux de service. Donc ça, c'était juste, voilà, je faisais la question-réponse, mais celle-ci, elle est importante parce qu'elle pouvait laisser présager que, de manière naïve, on allait suivre en permanence quelque chose qui nous envoyait vers des mondes de surstock. Je rebondis sur l'histoire des stocks, mais c'est vrai que là, il y a une autre méthodo qui a pris un peu d'épaisseur ces dernières années, c'est le DDMRP. Là, on est vraiment connecté sur la demande et on parle de stock, tampon sur un certain nombre de choses. Est-ce que là, le changement de philosophie, là, il est quoi ? On voit à peu près avec le MRP, mais avec le DDMRP, alors, quelle est la différence ? Nous, ce qu'on dit assez souvent, c'est que le DDMRP a posé le même constat général en disant bah, il y a un effet de vibration.
mais la première partie sur les limites du MRP, elle visait à dire, en fait, peut-être qu'il faut creuser un tout petit peu plus, parce que dire, OK, il y a un effet bullwhip, c'est le Supply Chain Magazine qui est là, très bien, en disant, OK, il y a un effet bullwhip, mais si on creuse un tout petit peu, c'est quoi les causes racines de cet effet bullwhip? Et quelque part, nous, on a pris une voie un peu différente que celle de DMRP, en se disant, nous, quand on écrit tout ce qu'on écrit, on est en train de dire que le postulat principal, c'est que la vibration, elle ne vient pas de la demande client tout en haut. Oui, elle vibre un peu, mais les falles clients, les rythmes de production de la 320, etc., ils ne changent pas non plus toutes les 4 matins, ou la demande client sur tel ou tel sac de tel ou tel maroquinier ne change pas tous les 4 matins. Et que plutôt que de s'affranchir de cette demande client, eh ben, on va se connecter à elle et on va s'affranchir de toutes les vibrations qui peuvent exister de manière intermédiaire. En ça, c'est différent. Et c'est ce qu'on a pu dire à un certain moment, c'est un peu le sens de l'histoire. Je pense que là, il y a un nombre d'exposants astronomiques autour de l'IA et de la PREV. C'est quoi le sens de mettre autant d'argent dans la PREV et dans l'IA pour se dire qu'à la fin, ce signal sur lequel on a travaillé autant ne sert à dimensionner que des buffers. Il y a un moment donné, on a envie de se dire qu'il faut qu'on soit connecté à cette demande, qui plus est quand on est dans des secteurs où on la connaît. Dans l'aéro, se voiler la face sur la manière dont va se dérouler la FAL de Boeing ou d'Airbus, ça peut paraître un peu étonnant. Et donc nous, on a pris un parti pris différent qui est de se dire, mais nous, on pense que les vibrations, elles ne viennent pas ex nihilo du MRP qu'il faut tout casser, elles viennent de ces éléments de planification intermédiaire qui réagissent, qui interagissent les uns les autres, parce que je n'ai pas les composants, je planifie, je change le signal, et puis comme l'autre, et puis il y a des interactions qui se font dans la nomenclature. Enlevons ça et connectons-nous au client. Et là, on va laisser des vibrations, mais à la rigueur, la plupart du temps, elles sont à la main soit du client, parce qu'il a des prévisionnistes chez lui, soit des demandes qui peuvent être plus stables. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a encore... Ah non, on n'a plus? Ah, on n'a plus? Oh non. Moi j'avais quand même encore une toute petite question, parce que le fait de dire le signal, il va être partagé au sein de l'entreprise, il n'y a pas que l'approvisionneur, etc. Mais est-ce que ça veut dire que on refait un autre process pour savoir qui va... il y a un vrai dialogue entre toutes ces opérations qui ont toutes la même information, ou bien finalement au niveau de la décision, ça ne changera rien? Est-ce qu'il y a quand même un changement dans la manière d'aborder la... Il y a un vrai dialogue, parce que généralement, là, on retrouve tout le monde qui est connecté à la demande client, et donc on a des approvisionneurs qui sont sur le même pied d'égalité par rapport à des planificateurs, en sachant très bien ce qu'ils leur doivent. Et donc, naît une discussion qui est, on va dire, tout de suite plus focalisée, parce que le planificateur n'est pas en train d'apprendre à l'approvisionneur ce qu'il lui manque pour faire. Ils le savent tous les deux, et ils le savent en parallèle. Et donc, ça change la nature des discussions, au sens... on n'a pas besoin... Les rituels ne sont pas là pour se passer de l'info. L'info, elle existe. Les rituels sont là pour aller... Exactement, sur plus d'éléments. Ça a vraiment pour objectif de synchroniser tout le monde sur le même signal et de ne plus avoir, comme on disait, des usines qui partent à droite, des usines qui partent à gauche et des approvisionneurs qui partent dans une troisième direction. Et peut-être pour compléter, je pense que c'est un sujet important. Jonathan le mentionnait au moment post-Covid. C'est-à-dire, quand on regarde ça, c'est aussi d'autant plus important quand on commence à avoir des tier 1, des tier 2, etc. On était chez des fournisseurs de grands maroquiniers au moment du post-Covid, et le temps que l'information soit réellement retranscrite de la Chine qui explose, et puis maintenant de la Chine qui baisse, etc., ça a mis des mois et des mois, et ça, on parle de comment ça s'appelle, d'agilité, politique de stock. Aucune politique de stock ne peut venir à bout d'un retard de signal de 6 mois. Et c'est ça tout le sujet de Notion Planning, c'est se dire comment, en fait, on n'attend pas 6 mois de savoir les choses, parce qu'une fois que 6 mois plus tard, on se prend toute l'augmentation de demande, de toute façon, plus aucune politique de stock, ni aucune action capacitaire ne peut résorber les problèmes. Ok. Bon, je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Fabrice, Florent, Jonathan. Et puis sinon, c'est pas très compliqué pour continuer le débat, parce qu'ils sont juste là, Notion.